Donc bonjour à tout le monde, à tous les participants. Merci beaucoup de votre présence. Tout de suite, on va continuer notre chapitre sur le chapitre 4 de géographie, donc qui s'appelle Des territoires inégalement intégrés à la mondialisation. Un chapitre assez simple. La dernière fois, on a fait l'introduction, donc qui est disponible en replay, et on a fait voilà le grand A du grand 1, c'est-à-dire sur les différents acteurs. Et aujourd'hui, on va faire normalement le grand B, le C et le grand 2. Vite fait, je fais un petit rappel. Si vous avez vu la visioconférence, ben, c'est très bien. Si vous ne l'avez pas vu, je vous rappelle rapidement comment ça se passe. On se pose la question de cette mondialisation qui signifie la mise en relation et l'accroissement des échanges entre les différentes parties du monde. Ces échanges-là, qui c'est qui les met en place? Donc, quels sont les acteurs de la mondialisation? Quelles sont les dynamiques de la mondialisation, c'est-à-dire les différents, les différentes façons dont elle s'organise, voilà, les différentes actions qui sont mises en place et ce qu'il apporte, comment ça s'organise à l'échelle de la planète. Quels sont ce qui circule dans la modulation? C'est des échanges, c'est des échanges de quoi? Donc ça, c'est les différentes dynamiques et surtout comment elle recompose les territoires à toutes les échelles. C'est-à-dire comment est-ce qu'elle va avoir un impact sur le monde, que ce soit à l'échelle de la planète ou que ce soit à notre échelle quotidienne. On a mis en avant le fait que ça crée des inégalités et que, justement, comment elle met en relation les territoires, comment ces territoires s'organisent, il va y avoir les centres d'impulsion, ceux qui sont les moteurs de la mondialisation, il va y avoir ceux qui sont bien connectés à ces centres et qui les suivent et qui en bénéficient, puis il y avoir, les marges, c'est-à-dire celles qui sont exclues de la mondialisation ou qui en subissent, les conséquences négatives. Donc la mondialisation, accentue les inégalités. Dans un grand 1, on avait vu que les acteurs principaux, heu, il y en a 3. En vrai, il y en a beaucoup plus, mais, principalement les 3. Le plus grand, c'est les firmes transnationales, les fameuses FTN, parce que quand on parle de mondialisation, on parle surtout de mondialisation économique, donc avec, des entreprises qui les mettent en œuvre et les FTN, c'est des entreprises qui sont, qui ont un qui s'exercent, sur différents pays grâce à leurs filiales. Elles vont utiliser, on va le voir un peu plus en détail, les avantages de chaque pays pour pouvoir fonctionner au mieux. Et ces FTN, elles sont donc dans différents domaines, que ce soit, l'industrie, la culture, l'agroalimentaire, la restauration et cetera. Ça, c'est le premier acteur. Deuxième grand acteur, c'est les États. Les États, ils ont une légitimité par rapport aux populations parce que, heu, c'est les c'est les systèmes qui organisent les sociétés, c'est les systèmes qui représentent les populations, qui représentent les sociétés, donc ils ont un pouvoir au niveau de la mondialisation. Puis si c'est un État démocratique, en plus, ils représentent, d'autant plus leur population. Ces États, ils sont des acteurs, ils organisent ces échanges, ils peuvent mettre en place des traités pour, favoriser ces échanges, par exemple des traités de libre-échange, ou ils peuvent aussi, changer les lois de leur pays pour attirer des entreprises, en particulier les lois fiscales pour qu'elles soient moins imposées, par exemple. Le dernier grand acteur, c'est assez logique, c'est les organisations internationales, c'est-à-dire celles qui sont constituées de plusieurs États. Et plusieurs États qui s'associent bah, pour pouvoir favoriser, leurs échanges ou pour pouvoir favoriser certains objectifs. Soit des objectifs économiques, soit militaires, soit humanitaires, soit politiques. D'accord? Les organisations internationales, on a l'Union européenne, par exemple, qui prennent des décisions ensemble. On a l'OTAN qui est une alliance militaire, et cetera. On a l'ONU, évidemment, qui rassemble tous les pays du monde et qui a différents objectifs, en particulier assurer la paix sur la planète,
et la démocratie. Euh, les organisations internationales qui sont également impliquées, et ça on ne l'a pas dit la dernière fois, c'est les organisations non gouvernementales. Parce que les organisations intergouvernementales, donc celles qui sont une association d'État, mais il y a aussi les associations internationales, donc ce qu'on appelle ONG, organisations non gouvernementales. Ces ONG, pareil, elles ont chacune un objectif précis. En général, c'est des objectifs humanitaires. Par exemple, moi, j'avais travaillé à Action contre la faim, qui cherche à différents pays dans le monde à aider les personnes à survivre, voire à se développer. Oxfam, qui est pareil, qui est une ONG humanitaire qui cherche la même chose que ACF, réduire la pauvreté. Et voilà, eux en particulier, Oxfam, ils sont connus pour leur axe, c'est réduire la pauvreté, aider les gens à se développer. WWF, qui est plutôt en lien avec la nature, l'environnement, la préservation, le WWF, la préservation de la planète. Donc voilà, des acteurs clairement qui participent aux échanges. Une fois qu'on a parlé un peu de ces trois grands acteurs, je vais quand même dire un mot sur les acteurs dont on n'a pas parlé. J'ajouterai peut-être un paragraphe dessus. C'est les acteurs illégaux. C'est-à-dire tous ces acteurs-là, ils sont reconnus, ce sont des institutions qui sont dans un cadre de droit, dans un cadre de traité, mais il y a aussi énormément d'acteurs qui sont illégaux, qui ne rentrent pas du tout dans des échanges officiels. Les mafias, par exemple, pareil, les mafias, elles fonctionnent comme des FTN, elles ont les pays où ils produisent, je sais pas, la drogue, où ils exploitent, où ils vont kidnapper des filles, puis les pays où ils vont les exporter, ou qui vont, je sais pas, les prostituer, ou voilà. Donc les mafias font partie aussi des acteurs de la mondialisation. Les mafias, par exemple, qui font passer des passagers clandestins sur des bateaux. Le terrorisme international aussi est un acteur de la mondialisation. D'accord, il participe aux échanges, il a comme conséquence des décisions que vont prendre les États, il influe sur les décisions des États. Euh, donc voilà, encore des acteurs, je vais peut-être ajouter un paragraphe plus tard, les acteurs illégaux. Du coup, tous ces acteurs qui échangent entre eux, quand on s'échange, c'est-à-dire qu'on crée des liens avec telle région du monde, des liens avec telle région du monde, et ça va constituer tout un réseau. Un réseau, c'est quoi? C'est un ensemble d'axes de communication. Qu'est-ce qui circule sur ces réseaux? Qu'est-ce qu'on échange? Je pense que j'apprends pas grand-chose, que je vous apprends pas grand-chose si je vous dis qu'on échange premièrement des marchandises, du matériel, mais également des informations et également des services ou des capitaux, c'est-à-dire des transferts d'argent. Ce qui circule entre ces acteurs, ce qui circule aussi dans ces réseaux, c'est des personnes, d'accord, des flux humains, que ce soit des touristes qui vont parcourir le monde, que ce soit des étudiants qui vont étudier à l'étranger, ou des gens qui fuient un pays en guerre, ou des gens qui déménagent pour des raisons économiques pour trouver du travail ailleurs. Voilà, ça fait partie de ce qui circule sur ces réseaux. Donc, quand on parle de mondialisation, quand on parle d'accentuation des échanges, voilà tout le type d'échanges qui vont se transférer d'un endroit à l'autre. Les réseaux, il y a des nœuds, là où ils vont se croiser. Ces nœuds, c'est là où vont se rencontrer tous ces différents flux. Pour les humains, ça va être plutôt plus les aéroports. Pour les marchandises, on va être plutôt dans les grands ports. Les flux, de façon un peu plus générale, c'est pas seulement les ports, les aéroports, c'est aussi les grandes métropoles. On va le voir que les métropoles ont un rôle, et vous l'avez appris l'année dernière en première, qu'elles ont un rôle majeur dans la mondialisation. Évidemment, dans ces réseaux, bon, après, je vous mets quelques documents. Là, je parle un peu, puis après, on va essayer d'illustrer tout ça avec des documents. Tous ces réseaux, ou plutôt tous ces acteurs,
leur but, s'ils veulent être intégrés à la mondialisation, s'ils veulent être intégrés à ces échanges, et là on parle de géographie, c'est-à-dire qu'on va, se rapprocher, du territoire, ils vont chercher à être connectés à ces réseaux. Donc ils vont être, pas loin de ces nœuds, de ces fameux nœuds où les réseaux se croisent, et on a en tête les métropoles. Les métropoles qui sont les endroits où se croisent les réseaux. Les métropoles, voilà, comme et puis en particulier les métropoles qui se trouvent sur les littoraux. Les firmes transnationales, comment elles vont s'organiser sur ces réseaux? Hem, je vous ai dit tout à l'heure qu'elles profitent des avantages qui sont, sur les différents territoires. L'avantage le plus classique, c'est qu'au bout d'un moment, les firmes transnationales qui font partie des pays riches, ils vont avoir, des conditions, un peu plus difficiles dans ces pays parce que, heu, la main-d'œuvre est plus chère. Donc et puis aussi dans ces pays, des fois, il y a pas forcément toutes les matières premières qui viennent. Donc une multinationale, elle va intervenir, elle va utiliser les différents espaces de la planète. Un, pour exploiter ces matières premières et pour les importer. Deux, pour utiliser une main-d'œuvre moins chère dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère, ou alors où les droits des salariés sont moins importants et donc ils ont moins de contraintes par rapport à l'exploitation de leurs salariés. Et puis, ils vont vendre dans les pays les plus riches. Et là, on voit, voilà, c'est assez facile. Je pense que tout ce que je dis, voilà, c'est ce qu'il y a dans votre chapitre. C'est pour ça que je vous dis que c'est assez facile. Donc voilà comment une FTN s'organise et utilise ces différents réseaux. Hem Et c'est ce qu'on appelle, un mot important, la division internationale du travail. Je peux vous le mettre en gras. Division internationale du travail, c'est-à-dire que certains pays vont se spécialiser dans, par exemple, la recherche et le développement, d'autres pays vont se spécialiser dans la main-d'œuvre, d'autres pays vont se spécialiser dans l'exploitation des matières premières. Voilà, évidemment que tout ça, c'est des choses qui sont dynamiques, c'est des choses qui changent et qui évoluent. Hem, Ces territoires, ils sont, mis en concurrence. Et voilà, et donc au niveau local, les États ou les organismes les États qui gèrent ces territoires vont chercher à, à attirer les firmes transnationales pour pouvoir se développer au mieux. Donc on voit encore, l'impact des firmes transnationales au niveau des politiques des États et l'impact au niveau du développement local. Parce qu'au niveau local, ça va créer des emplois pour la firme transnationale. Voilà dans le petit b, donc voilà comment s'organisent ces réseaux et comment les acteurs en bénéficient. Je vais arrêter de parler, on va regarder un petit peu quelques documents, puis on reviendra au cours, juste après. Hop, donc dans, la première visio qu'on a fait, on avait un petit peu vu une vue d'ensemble sur la carte de la mondialisation. Voilà comment la mondialisation peut se traduire par une carte. Donc on voit les zones dynamiques, on voit les grandes métropoles associés ensemble, qu'on appelle même des mégalopoles qui, qui ressortent. On voit les façades maritimes, dynamiques. On voit les grands axes principalement entre les grandes puissances. Là, tout de suite, ce qu'on va voir, c'est par exemple ces grandes métropoles dont on va parler un peu plus tard. Voilà, comment elles s'intègrent à la mondialisation. Voilà leur rôle. Là, on a les 10 plus grandes villes mondiales, c'est-à-dire, qui sont des moteurs de la mondialisation, qui sont des nœuds où se croisent les réseaux de la mondialisation, et ces villes mondiales. Dans ce graphique-là, on va les comparer. On va les comparer selon plusieurs critères. Selon leur richesse, selon, le leur action par rapport à la recherche et au développement des entreprises. C'est-à-dire, la recherche et développement, c'est le secteur de l'entreprise où on cherche à développer, enfin,
à inventer des nouveaux produits, à expérimenter des nouveaux produits. Et voilà, donc c'est principalement dans les quartiers d'affaires des métropoles. Au niveau de la culture aussi, donc elles se démarquent par rapport à leur culture. Par exemple, Paris, on voit qu'au niveau de la culture, heu, elle est en troisième position. Le cadre de vie aussi, première position, Paris, d'accord? Les conditions de vie pour les habitants, pour attirer tous les salariés des FTN, il faut qu'il y ait des bons cadres de vie. Par rapport à la durabilité aussi, c'est-à-dire par rapport à leur gestion des ressources et de l'environnement, et par rapport à leur accessibilité. D'accord. Donc là, on voit concrètement les 10 plus grandes villes mondiales. La première, c'est Londres, et la deuxième, New York. Et on voit qu'elles sont, voilà, il y a une inégalité aussi par rapport à ces différents domaines qu'elles développent. Deuxième chose, un petit tableau qui illustre un peu ce qu'on a dit la dernière fois, quand on a dit que les États voulaient attirer les entreprises, en même temps ils veulent les attirer et en même temps ils veulent s'enrichir grâce à elles, donc ils ne vont pas les taxer de la même façon. Aux États-Unis, par exemple, les entreprises sont quand même pas mal taxées, même s'il y a beaucoup d'autres politiques qui encouragent les entreprises à se développer et qui facilitent leur développement. La France aussi, c'est un pays où les entreprises sont pas mal taxées. Et hop, vous voyez, par exemple, alors ça, c'est que des pays riches, des pays de l'OCDE. L'Irlande taxe pas beaucoup. C'est les FTN qui y sont, les entreprises qui y sont. C'est pour ça que beaucoup de FTN vont en Irlande. Par exemple, Google a son siège européen en Irlande. Ça lui évite de payer trop de casse, trop de taxes. Donc là, on voit comment concrètement les États, du coup, un des acteurs de la mondialisation, qui sont les États qui ont le pouvoir de faire des lois, que ce soit des lois financières ou des lois pour la population, des lois fiscales. Euh, on voit comment la mondialisation va influencer certaines lois. Ok, donc voilà pour des petits documents qui permettent d'illustrer un peu ce qu'on a dit et de préparer la suite. Par rapport au fait que les territoires sont hiérarchisés, hop, là, on voit un exemple de CBD. Vous vous rappelez les CBD, les Central Business Districts, les quartiers d'affaires. Par rapport à la mise en concurrence des différents territoires du monde, là, on a, et puis pour le fait que c'est dynamique, tout ça, que ça évolue, la mondialisation a été lancée par les Européens et les États-Unis, enfin par l'Occident de façon générale, suite à la révolution industrielle et à l'avance qu'ils ont pris sur le reste du monde. Mais maintenant, ils sont de plus en plus rattrapés par les pays asiatiques, et puis avant tout avant ça déjà par les BRICS. Et là, vous voyez des différents graphiques qui montrent la croissance de chaque pays. Donc, si on prend les pays de l'OCDE, c'est-à-dire les pays traditionnellement qui sont à l'origine de la mondialisation, vous voyez que la moyenne n'est pas non plus, elle n'est pas super élevée par rapport aux autres. Alors que si vous voyez le taux de la croissance de la Chine, même si des fois, quand il y a une crise, par exemple, crise des subprimes en 2008, hop, il y a une petite descente, le taux de croissance est largement supérieur aux anciens pays industrialisés. D'accord, on peut faire ça avec la Chine, avec l'Inde, avec l'Afrique du Sud, un peu dans une moindre mesure, et avec même la Russie qui, à un moment donné, qui est repartie. Donc là, ce graphique, voilà, il nous aide à montrer que, qu'il y a une concurrence, et puis que tous ces pays-là, et puis que c'est dynamique, que tous les pays, dans cette mondialisation, ils en bénéficient, et puis qu'ils se développent, et qu'ils arrivent à s'accroître, à développer leur économie. Voilà, en fait, dans votre manuel, il n'y a pas beaucoup plus de documents. Après, ça peut être des études de cas un peu plus précises. Par exemple,
dans, euh, dans le golfe du Mexique, c'est-à-dire là où il y a les Caraïbes, entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, on voit les différents facteurs caractéristiques de cette région qui font qu'ils s'intègrent à la mondialisation. Par exemple, ça va être des secteurs qui vont être touristiques avant la crise du Covid. Euh, et donc touristiques, et donc qui vont s'intégrer à la mondialisation grâce au tourisme. Les zones franches, on a défini la dernière fois, c'est des zones où la fiscalisation est réduite, ou voire supprimée, donc ce qui va attirer les entreprises, République dominicaine. Après, ce qu'on va appeler des paradis fiscaux. Et puis, l'intégration au commerce aussi. On revient à notre cours, il nous reste 10 petites minutes. On va voir si on peut terminer ce chapitre. Du coup, ces différentes régions du monde sont mises en relation. Du coup, chacun veut aussi tirer son bénéfice et du coup, il va y avoir de la concurrence entre eux. Mais la concurrence, ça peut être pas forcément entre les différents pays du monde, ça peut être la concurrence ou des conflits entre une firme transnationale et une population locale, par exemple. Donc, toutes ces dynamiques, le, le développement des FTN et puis leur façon de se développer et les inégalités qu'elle crée, voilà, ça se fait pas sans mécontentement. L'exemple qu'il y a dans votre cours, Amazon, par exemple, veut installer son siège social à New York. Finalement, Amazon est considéré comme créant beaucoup d'inégalités et puis il va y avoir des manifestations pour refuser cette, enfin, l'emplacement l'emplacement de son siège. Les pays, on l'a vu, ils cherchent aussi des fois à réduire la fiscalité pour attirer les FTN à s'installer. Avec l'exemple de l'Irlande, euh, où Google, euh, où Google s'est installé pour, euh, pour avoir son siège en Europe. Donc, il s'installe là où il y a le moins de taxes. Donc, tout ça, on vient de finir notre grand 1 sur les acteurs et les réseaux. Et on a déjà les grandes dynamiques qui se passent dans la mondialisation. Grand 2, on va, on va être plus dans la géographie, dans le sens la Terre. On va voir comment les territoires vont se recomposer, comment ils vont s'organiser. On a au cœur euh, de la mondialisation les métropoles. Vous avez rappelé sûrement le chapitre sur les métropoles que vous avez fait en première. Les métropoles, voilà, ce sont sont au cœur de la mondialisation. Pourquoi? Parce qu'elles hébergent les sièges des grandes entreprises. Elles sont des cœurs au niveau des communications. Il va y avoir des grands aéroports dans les métropoles, il va y avoir des ports, si c'est une métropole sur une côte. Il va y avoir une gare, il va y avoir voilà, des aéroports internationaux. Donc, les métropoles sont voilà, des centres principaux d'impulsion de la mondialisation. Les plus grandes métropoles, on les a vues tout à l'heure, on a vu qu'elles elles ont aussi des cadres de vie différents, elles ont des spécificités aussi qui peuvent être différentes. Les métropoles, c'est aussi bien dans les pays développés que dans les pays émergents. On va avoir quand même ces métropoles-là qui, euh, qui se démarquent par rapport au reste du pays. Euh, et on appelle ça les métropoles sont connectées directement entre elles, puisqu'il y a les aéroports qui y sont, voire des ports, voire des chemins de fer, et plusieurs métropoles reliées entre elles qui sont assez proches géographiquement, on appelle ça une mégapole. Et comme les mégapoles sont reliées ensemble à l'échelle mondiale, on appelle ça, vous vous rappelez sûrement de ça l'année dernière, l'archipel mégalopolitain mondial. L'archipel mégalopolitain mondial, c'est en gros, c'est ça, sur la carte qu'on a vue la dernière fois.
Voilà, l'archipel. Archipel, ça veut dire, ça ressemble on peut faire l'allusion à des îles. Vous avez une petite île là, enfin une mégalopole là, une mégalopole là, une mégalopole là, des mégalopoles au Japon et en Asie de l'Est. Et comme elles sont reliées directement par des voies aériennes, mais également comme la plupart touchent la mer, la plupart de ces mégalopoles touchent la mer, elles sont reliées ensemble par voie maritime et en plus par, par fibre optique aussi ou par satellite pour les communications. Donc comme elles communiquent directement entre elles, on appelle ça l'archipel mégalopolitain mondial. Des fois, elles sont mieux connectées entre elles qu'avec avec le reste de leur territoire. Donc voilà ce que c'est que l'AMM, voilà comment dans l'espace, la mondialisation peut se traduire. Autres régions mondiales qui sont au cœur de la mondialisation, qui sont un peu liées aux mégalopoles, aux métropoles, c'est les frontières. Les frontières entre deux pays, bah, les deux pays n'ont pas tout à fait la même histoire, ils n'ont pas tout à fait la même construction ou l'organisation politique. Et donc, les échanges entre les pays vont se faire aussi au niveau de leurs frontières. Par exemple, des villes comme Strasbourg ou Lille, entre la France et l'Allemagne, voilà, vont avoir certaines caractéristiques spéciales parce qu'elles participent aux échanges entre ces deux pays. Les littoraux, heu, ils sont naturellement au cœur de la mondialisation parce que la plupart des échanges se font par voie maritime et donc beaucoup, de FTN ou beaucoup de politiques publiques vont chercher à développer ces littoraux et puis voilà. Un petit mot sur les antimondes. Les antimondes, c'est un peu ce dont on parlait tout à l'heure. L'antimonde, c'est tout ce qui est, heu, pas officiel. La mondialisation, elle a un côté officiel avec des États reconnus qui échangent entre eux, avec des organisations internationales reconnues qui échangent entre elles, avec des FTN qui existent, qui sont reconnus, qui échangent entre elles. Mais il y a toutes les parties entre guillemets, enfin, oui, non déclarées et donc illégales. Ça, c'est ce qu'on appelle l'antimonde, c'est la partie illégale et non déclarée. Donc là, on va avoir tout ce qui est trafic des mafias, tous les échanges, le commerce de drogue, mais également les déplacements d'humains clandestins, etc. Donc ces antimondes, ils sont attirés également par les côtés riches. Donc l'antimonde, c'est pas forcément ceux qui sont en marge des réseaux, peuvent être proches des réseaux, parce que les réseaux, c'est là où sont accumulées de la richesse. Donc les personnes de l'antimonde, ils cherchent un peu entre guillemets, les miettes. Donc ils cherchent cette richesse. Donc plus une ville va être riche même, plus il peut y avoir des communautés, enfin des pauvres qui viennent s'y installer, qui sont attirés par ça. Et c'est ce qu'on appelle la fragmentation socio-spatiale, avec des quartiers riches, des quartiers pauvres, avec pourquoi pas des bidonvilles dans les pays, dans les métropoles des pays en développement. Voilà, donc voilà comment la mondialisation se traduit aussi dans, dans le paysage et dans l'espace. Dernière chose, et on aura fini notre chapitre, il nous reste 2 minutes, une hiérarchisation accrue des territoires. Il ne nous reste plus qu'une minute, donc je ne sais pas ce que j'aurai le temps de dire. Euh, je vais vous laisser peut-être ici avant que ça coupe. Il restera le grand C qu'on terminera en classe avant de faire, ça permettra de faire le lien avec, avec le chapitre suivant. Voilà, je vous libère, je vous laisse en week-end. Merci beaucoup pour votre participation et puis bon week-end et puis voilà, bon courage avec les devoirs que vous avez à faire et puis n'oubliez pas d'en profiter et de vous reposer et puis on se dit pour certains à la semaine prochaine et pour d'autres à la semaine d'après. Merci beaucoup à vous et puis je vous mets le replay sur la chaîne YouTube pour ceux qui veulent ou pour ceux qui n'étaient pas là.